Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand, vous choisissez qui? Dans les deux cas, c'est des personnalités qui sont dignes de la fonction. Et le critère qui doit être retenu pour décider, si j'étais dans la tête du président de la République, c'est lequel des deux est capable de rassembler et surtout lequel des deux est capable d'aller au-delà de la logique des partis. Dans les deux cas, ils ont montré qu'ils en étaient capables. Mais la question est aujourd'hui, la responsabilité n'est pas seulement la leur, mais c'est celle de... Alors, qui est le mieux placé selon vous? Vous deviez trancher. Politiquement. Je pense que le fait que Bernard Cazeneuve vienne de la gauche et sait parler à la droite est une bonne chose. Mais d'une certaine façon, on peut dire symétriquement la même chose de Xavier Bertrand. Il vient de la droite et il sait parler à la gauche. Donc, vous mettriez une pièce sur qui? Je parlerai avec chacun des deux sur le... Non, mais vous... la politique, non, je ne fais pas de pari. Là, non, mais votre avis, si vous devez décider. Pour l'intérêt de la France. Pour l'intérêt de la France. Écoutez, j'ai de l'estime pour les deux. Le problème, c'est pas eux, c'est plus les partis. Puisque l'idée, c'est de choisir quelqu'un qui ne soit pas censuré tout de suite. Concernant Xavier Bertrand, le RN, même si Marine Le Pen a un peu bougé ce matin, mais le RN dit que ce sera plutôt la censure. La gauche dit que ce sera complètement la censure. Et concernant Bernard Cazeneuve... Le PS dit la même chose. On dit à peu près la même chose. Tout à fait. Et donc le raisonnement ne peut pas être que sur l'addition du nombre de députés qui ferait la motion de censure. C'est la question de l'élan que l'un des deux saurait créer dans l'opinion. Et cet élan s'imposerait aux partis politiques. C'est la seule solution. Aujourd'hui, on est dans une situation tellement inextricable, avec une structuration partisane qui va tellement à l'encontre de ce que les Français veulent en réalité. Parce qu'on pourrait réunir les Français à 70 ou 80% autour de 4 ou 5 grands thèmes de grand intérêt public, comme l'équilibre des comptes publics, le pouvoir d'achat, l'autorité de l'État. Sur ces sujets-là, c'est celui des deux, ou un troisième, mais en tout cas, c'est celui qui saura incarner cela, enthousiasmer l'opinion publique, ce qui responsabilisera les partis qui diront « je ne peux pas le censurer ». Si pour les Français à témoin que les Français le soutiennent, les partis seront obligés quand même de le soutenir. Et une des caractéristiques de cette personne, c'est son indépendance vis-à-vis du président de la République, puisque le président de la République, premièrement, a un grand pouvoir qui ne doit pas lui être contesté, qui est celui de désigner le Premier ministre. Mais deuxièmement, il a perdu les élections législatives et donc il doit comprendre que son Premier ministre est un vrai Premier ministre de régime parlementaire et que totalement indépendant du Premier ministre. Donc du président de la République. Ce sera une cohabitation. Ça a toutes les caractéristiques d'une cohabitation. Je sais qu'on fait de la sémantique autour de ça, mais c'est indispensable parce que c'est cela qui créera l'élan populaire derrière ce Premier ministre. On a besoin... Parce qu'il y a un rejet d'Emmanuel Macron ? Je ne veux même pas aller vers cette appréciation, c'est que de toute façon, il a perdu les élections législatives. Il a perdu les élections. C'est incontestable. On peut dire à sa suite que personne ne les a gagnés, mais il est certain qu'il les a perdus. Qu'il a fait un pari irrationnel le soir de la dissolution et que c'est revenu en boomerang. Et c'était même pas un boomerang surprise d'ailleurs, c'était un boomerang complètement prévisible. Donc il y a quelque chose d'absurde dans ce qui s'est passé. Voilà, on en est là, on ne va pas revenir sur le lait renversé. Jean-Michel Blanquer, vous avez été le chouchou du président. D'ailleurs, vous le racontez. On vous a même dit, c'est le président bis, Jean-Michel Blanquer, mes éducations très populaires, les Français étaient derrière vous, on pensait à vous peut-être pour Matignon, etc. Et puis à un moment donné, vous êtes tombé en disgrâce, parce que, et vous le racontez aussi, le président vous a demandé des têtes de liste au régional, vous avez dit non, et visiblement, on ne peut pas dire non au président. Et puis derrière, il y a eu aussi des polémiques sur l'islamisme, etc. Mais vous qui connaissez bien le président, on va y revenir. Est-ce que, quand même, vous êtes capable de nous donner une explication sur la dissolution ? Je pense que parfois, le président a un goût pour ce qui est disruptif, un goût aussi pour donner le sentiment, et se le donner à lui-même, qu'il a la maîtrise, qu'il est au centre du jeu. Ce qui, d'ailleurs, institutionnellement est vrai pour un président de la République, mais il ne faut pas abuser de ça. Et avec la dissolution, il a voulu, en quelque sorte, faire un pari, et c'était évidemment totalement irrationnel. Mais vous savez, ce qui est typique dans ce qui s'est passé, c'est que l'article 12 de la Constitution lui donnait parfaitement ce droit. Mais l'article 12 prévoit aussi qu'on doit consulter le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et il a passé un coup de fil à chacun. Il a parlé très brièvement avec eux. Si tout simplement l'esprit de la Constitution avait été respecté, c'est-à-dire prendre un peu de temps, discuter, je suis assez sûr que le bon sens aurait triomphé. Donc le fait de céder comme ça à l'immédiateté a été quelque chose de terrible et presque une sorte de fable de notre époque. Il faut beaucoup plus de calme, beaucoup plus de distance par rapport aux choses. Stéphane ? Sur la dissolution, deux mots, il n'a pas été que seul, il a consulté quand même un certain nombre de ministres. Gérald Darmanin était plutôt favorable à la dissolution, mais revenons sur le blocage que l'on a aujourd'hui. Vous ne pensez pas qu'on devrait, à mon sens, un peu comme lorsque le président de la République
dissout l'Assemblée nationale, il ne peut plus la dissoudre pendant 12 mois. On devrait peut-être renforcer la Constitution en modifiant un article, en disant simplement que lorsqu'il y a nouvelle élection de l'Assemblée nationale, il y a une espèce de sanctuarisation où on ne peut pas sortir le gouvernement sur une période donnée, à partir du moment où le premier qui est arrivé en tête, en l'espèce là, le nouveau Front populaire, est nommé. S'il nomme quelqu'un d'autre, là, les outils fonctionnent. Mais à partir du moment où il nomme le premier arrivé en tête, eh bien, on sanctuarise une période où on ne peut pas sanctionner le gouvernement. Je pense que ça créerait une rigidité de plus qui pourrait être gênante dans certaines circonstances. En plus, la réalité, c'est que ce qu'a dit le président est juste quand il dit personne n'a gagné. Le premier arrivé, vous savez, ça aurait très bien pu être le RN aussi bien. Est-ce qu'on aurait tenu le même langage si c'était le RN? Je ne suis pas certain. Donc, je ne suis pas certain qu'il y aurait les mêmes théories en fonction des acteurs. Donc, je crois qu'il faut au contraire ménager beaucoup de marge de manœuvre. À la limite, ce qui semble gênant aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il y ait un délai d'1 an avant de dissoudre de nouveau. Mais il y a un blocage, et ce blocage, nous en sortirons pas par des habiletés juridiques, malheureusement il n'y en a pas à disposition, pas non plus par les logiques purement partisanes. Et moi je pense qu'il faut juger les uns et les autres en ce moment par leur capacité à aller au-delà de leurs propres intérêts. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui écoute le président ? Le président de la République. Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute, qui accepte les conseils, qui accepte d'avoir tort, de dire je me suis trompé, il faut corriger le tir ou pas? Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit qui sont différentes. D'abord, c'est quelqu'un qui écoute. On ne peut pas dire le contraire. C'est même quelqu'un qui a comme qualité de pouvoir passer du temps à vous écouter. Et ce n'est pas toujours le cas de tous les responsables. Et il est attentif et il vous donne même un sentiment de concentration. Donc, vous donne un sentiment alors, c'est ça, après, de concentration. Après, est-ce que ce sentiment correspond à la réalité? Voilà. Vous pouvez en juger après à ce qu'il a fait comme prise en compte des choses. En réalité, comme tout le monde, il y a des sujets sur lesquels il écoute et est prêt à céder, puis il y a des sujets sur lesquels il démord difficilement, ce qui peut d'ailleurs tout à fait s'entendre. Mais le problème, et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre La Citadelle, c'est quand il y a une forme d'enfermement sur soi. Et ça, c'est le risque de tout pouvoir. C'est pas l'exclusivité d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire quand à la fin, vous êtes dans la défiance, c'est-à-dire vous mettez à vous méfier beaucoup trop de l'extérieur et vous vous repliez dans votre. Et vous êtes coupé du monde et coupé de la vie réelle. Et puis vous voyez, vous êtes prêt à écouter quelqu'un qui vous dit ah ouais, c'est une très bonne idée d'aller dissoudre comme ça, on va je sais pas quoi diviser la gauche, surprendre tout le monde, etc. Au lieu d'ouvrir les fenêtres et d'écouter beaucoup plus largement et d'avoir une façon. Est-ce que c'est pas le problème d'ailleurs de nos institutions, la Ve République, et Emmanuel Macron, il est vraiment dans les habits de cette cinquième, parce que ce que vous racontez, c'est qu'il gouverne la France avec son secrétaire général, Alexis Collère. Alors pour le coup, lui ne rend de compte à personne sauf au président de la République, puisqu'Alexis Collère n'a pas été choisi par les Français. Emmanuel Macron, il a été choisi par les Français. Et donc on a un couple là, qui depuis maintenant 7 ans, gouverne la France, prend des décisions. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'on nous vend une démocratie représentative, avec des élus, etc. Puis finalement, on se aperçoit quand même que tous les pouvoirs sont à peu près concentrés entre les mains de 2 personnes. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Enfin non, c'est pas souvent comme ça, parce que ailleurs, dans toutes les autres démocraties européennes, c'est pas comme ça. En France. Alors, cette réalité que vous décrivez n'a pas été exactement la même du début à la fin, si vous voulez. Ce que j'essaye de décrire, c'est justement que de 2017 à aujourd'hui, et notamment entre le premier et le deuxième quinquennat, il y a des différences énormes. Moi, j'ai vécu le meilleur et le pire sur ce sujet. C'est-à-dire, j'ai vécu le meilleur. J'ai eu la chance, et je lui en suis reconnaissant, d'avoir une très grande confiance de la part du président de la République, très peu d'interventionnisme direct, ni de lui-même, ni du secrétaire général. Et c'est ainsi qu'on a pu faire de grandes réformes en profondeur, amorcer le rebond de l'école primaire en France, avoir un début de transformation de l'éducation nationale. Autant de sujets que je développe dans le livre. Et puis, à un moment donné, et pour moi, je l'attribue notamment aux suites de la crise sanitaire, c'est-à-dire que la crise sanitaire, elle a obligé, en France comme ailleurs, mais avec les institutions de la Ve République, c'est un peu décuplé, à avoir le président qui décide de beaucoup de choses tous les jours, de manière très concentrée, y compris sur des choses qui ont trait à la vie quotidienne des Français. C'était indispensable, et Emmanuel Macron l'a plutôt bien fait. Mais le problème, c'est que c'est comme s'il y avait eu un Covid long, si vous voulez. C'est-à-dire, après ça, une fois que la crise sanitaire était finie, s'est installé ça, et on l'a senti dans la campagne de 2022. Il y avait cet enfermement sur soi, et d'ailleurs, c'était une campagne sans grand enthousiasme. Ça n'avait plus rien à voir avec 2017. Il n'y avait plus les sujets de participation, d'ouverture, de bienveillance.
On était au contraire dans le sujet de suivre le chef, d'autant plus qu'il y a une guerre en Ukraine. Et donc ça a permis la réélection, mais ça a donné tout de suite cette espèce de vide que l'on a senti. Donc moi, je fais une très grande différence entre le premier quinquennat et le deuxième quinquennat. Et ce que j'ai vécu... Oui, pour ce que j'ai vécu, si vous voulez, j'ai eu le contraste total. La disgrâce est venue, comme je le dis, parce que vous avez dit non au président sur les régionales, c'est ça? Oui, et là, vous avez la bascule, c'est-à-dire d'un seul coup, quand tout le monde prend conscience que vous n'avez plus tellement la confiance du président, alors, comme c'était sur cette confiance que je pouvais compter, vous avez vu du sein même de la majorité une série d'attaques. Il y a un autre sujet aussi, la lutte contre l'islamisme. Oui, ça fait partie. Il y avait des gens. Vous avez été aussi l'homme qui refusait le communautarisme, sur les valeurs républicaines, etc. Et au sein de la Macronie, c'était pas forcément partagé par tous. Vous savez, j'ai eu des grandes luttes à mener en interne, si je puis dire, sur ce sujet, mais je sentais plutôt le soutien du président sur ces questions. Le fait est qu'en faisant cela, je me suis créé une série d'adversités. Et à partir du moment où je n'ai plus le soutien du président, ces adversités se sont déchaînées. C'est pour ça que vous avez vu, lors de ma 5e année d'exercice de ma fonction, une espèce de campagne permanente d'attaques sur moi, qui à un moment donné a atteint des sommets dingues. Pourquoi? Parce que moi, qui orchestre dans ces cas-là les campagnes de dénigrement pour vous mettre sur le côté? Je ne donnerai pas des noms si c'est ça votre question, mais il y a quelques noms quand même. Il y a des gens qui vous soutenaient, qui tout d'un coup vous tournez le dos. Je veux pas centrer les choses. Richard Ferrand, par exemple. Qui est un proche D'abord, je ne veux pas me centrer sur ma personne, ni sur d'ailleurs d'autres personnes. Ce qui compte, c'est le cœur de votre livre. Dans le cœur de mon livre, c'est d'expliquer. C'est l'exercice du pouvoir et comment tout peut basculer aussi à un moment ou à un autre parce qu'on n'est plus en grâce. Et on oublie l'intérêt général ou l'intérêt des Français pour en faire des querelles de personnes parce qu'on a dit non à un tel ou non à un tel. Oui, mais je pense c'est terrible. C'est pour ça que mais mon livre est justement équilibré, je crois, parce qu'on voit les vertus de la confiance est un mot-clé, si vous voulez. C'est d'ailleurs un mot que j'ai souvent utilisé dans l'exercice de mes fonctions. La confiance, c'est un mot-clé. C'est évidemment la confiance des Français envers leurs dirigeants, mais aussi la façon dont les dirigeants gèrent la question de la confiance. Et donc, ça ne peut jamais reposer sur une seule personne. C'est les logiques d'équipe. De ce point de vue-là, on peut faire beaucoup d'analogies avec le sport, si vous voulez. Et même si vous avez un très grand joueur dans une équipe, si vous n'avez pas un esprit d'équipe, ça ne marche pas. Et donc, j'ai vu marcher des belles choses. Il y a un bilan du premier quinquennat qui est, à mes yeux, très positif, avec bien sûr plein de nuances à apporter. D'accord, mais Jean-Michel Blanquer, après vous, c'est Pape Ndiaye qui est nommé. J'ai rien contre Pape Ndiaye, mais il incarnait l'inverse. Et ça a été d'ailleurs quelque chose d'incompréhensible. C'est aussi ce que je décris dans le livre. C'est que normal. Ce qui est fou, c'est que nous avons eu l'occasion d'avoir, s'agissant de l'éducation nationale, mais le raisonnement pourrait marcher pour d'autres sujets avec l'éducation nationale, nous avions l'occasion de 10 ans de transformation profonde, j'allais dire calmement, en tout cas avec constance, parce que ces sujets-là sont des sujets de long terme qui supposent des sujets structurels. Quand vous prenez la question des savoirs fondamentaux à l'école primaire, c'est évidemment pas du jour au lendemain que vous améliorez le niveau de tous les enfants, mais c'est toute une série de facteurs sur lesquels vous agissez. Nous l'avons fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas un discours pessimiste où je ne dis pas tout fout le camp ou nous avons tout raté. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis nous avons semé des graines et nous avions la possibilité de continuer à les arroser, à semer d'autres graines. Et à un moment donné, le président a perdu le fil de son récit et quand il a envoyé ce signal, et là, en effet, indépendamment même de la personne de Pape Ndiaye, mais quand il a envoyé ce signal, il a envoyé un signal de confusion, c'est-à-dire d'incohérence. Et donc, et évidemment que ça a nuit. Alors après, l'instabilité des ministres de l'Éducation a été quelque chose aussi, là aussi, par-delà les personnes, quelque chose de grave. On a à la fois le record de la plus grande stabilité d'un ministre de l'Éducation, avec votre serviteur, et vous avez ensuite le record de la plus grande instabilité des ministres de l'Éducation. Donc, Emmanuel Macron bat 2 records en même temps. Je trouve que ce matin, vous vous êtes fait un peu piquer la vedette par Édouard Philippe. C'est possible. Oui. C'est pas gênant. Moi, dans ma tête, je vous confonds un peu. Enfin, je vous confonds pas, mais je trouve que vous avez un peu des ressemblances, des démarches un peu similaires. Et puis, vous êtes un peu la même représentation symbolique de gens adaptés comme ça, et puis tous les deux peut-être avec un grand avenir politique. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez un peu. Édouard Philippe qui ce matin pense déjà à 2027, qui se déclare sur cette question, pourquoi maintenant, candidat à l'élection présidentielle. Oui, les balances disco, vous êtes candidat aussi. Voilà, c'est ça. J'ai fait un portrait d'Édouard Philippe d'ailleurs dans le livre, mais je pense qu'il a évidemment une stature qui lui permet
Et il a raison de se déclarer maintenant ? Je ne suis pas convaincu par ce timing, mais je prétends pas avoir forcément la bonne analyse. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut pas... Pourquoi c'est pas le bon timing ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut être concentré sur le Premier ministre, justement, et sur les grands sujets de la France. Donc la question de 2027 est une situation... Oui, mais c'est pas le problème. Tout le monde n'est pas obsédé par 2027, d'ailleurs ce qui empêche de débloquer la situation aujourd'hui, parce que tout le monde pense à 2027. Oui, justement. En ce moment, le message qu'on doit passer, c'est pensons à autre chose qu'à 2027. Ou alors, il pense à 2025 et 26. Oui. Édouard Philippe, et il se dit qu'on peut avoir une présidentielle anticipée, parce que le problème, c'est Macron. Et d'abord, est-ce qu'il a le bon raisonnement ou pas ? Aujourd'hui, on doit d'abord consolider les institutions. Ça doit être la première démarche. Deuxièmement, quand bien même une telle hypothèse arriverait, on n'a pas besoin qu'il se déclare maintenant pour éventuellement être en faveur de lui ultérieurement. C'est pas indispensable. Mais Édouard Philippe, il est un peu double, pardon, et c'est ce qui transparaît dans votre livre. Vous étiez l'un de ceux qui disait les écoles, on les ferme vraiment en dernier lors du Covid, parce que c'est les enfants, il faut les protéger du confinement, l'enfermement, et il y a eu des batailles au sein même du gouvernement. Vous étiez plutôt d'ailleurs soutenu par Emmanuel Macron qui estimait qu'il fallait ouvrir les écoles le plus rapidement possible, et le plus prudent de la bande, c'était quand même Édouard Philippe. C'est amusant de voir qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, il se présente comme celui qui va faire des choses massives, disruptives, etc. Alors qu'en fait, ça a été un Premier ministre très prudent. En même temps, ça l'a rendu aussi très populaire. Comment vous l'expliquez ça ? Je crois qu'il faut lire le livre, parce que tout ça est complexe. Oui. Et je le décris, il faut faire justice à tout le monde. Je ne veux pas être manichéen sur ça. Mais c'est vrai que pendant le premier confinement, Édouard Philippe incarnait les positions de prudence et d'humilité aussi. C'est plutôt l'humilité que la prudence qui lui a valu la popularité. Oui. Je ne sais pas tout. Le fait qu'il dise « je ne sais pas », vous savez, ça s'est passé du jour au lendemain. Il est arrivé « je sais que je ne sais pas », et d'un seul coup, hop, une immense popularité. Donc c'était... je crois que c'est plutôt l'humilité que la prudence qui a valu la popularité. Mais en tout cas, voilà, c'était en effet sa position. Le président de la République, lui, était il sait tout, dans lui. une position... Non, mais c'est pas la modestie, le président de la République. Alors, il avait moins l'humilité, mais il avait... une fausse humilité aussi. Il avait le sens de la décision. Et pour restituer les choses telles qu'elles étaient, honnêtement, à cette époque, j'ai formé une sorte d'axe avec le président, si on peut dire ça, et on était tous les deux sur la même position, c'est-à-dire le déconfinement le plus rapide possible. Et moi, j'ai toujours été... ça s'est vu... très en faveur du non-confinement. Et vous étiez critiqué à l'époque, et aujourd'hui, avec le recul, on sait que vous aviez raison. On a peut-être confiné trop longtemps les enfants, les jeunes. Il y a des ados qui ont eu du mal à s'en remettre. Il y a des jeunes qui ont perdu en niveau scolaire. Je vous remercie de le dire, parce que si vous voulez, ce qui est très particulier, c'est que j'ai pris des paquets de critiques, pas seulement là, mais pendant un an, disons, enfin pendant tout le temps où ça a duré, de l'agressivité, de la dureté, mais à un niveau qui excède le niveau habituel, je dirais. Et c'est pour ça que je reviens sur certaines polémiques de l'époque, où on voit ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'avec le recul, si vous regardez l'annexe 1 du livre, j'y fais référence, mais on a fermé 12 semaines. Si vous prenez le Royaume-Uni, c'est 27. Le Danemark, 34. La Pologne, 43. Etc. Si vous voulez, l'Allemagne, 38. Donc, par ce volontarisme que nous avons eu à l'époque, c'est 12 contre 38 pour nos voisins. J'aurais cru avoir un peu de reconnaissance d'avoir fait ça. C'est l'inverse qui est arrivé. C'est-à-dire, au contraire, toute l'agressivité qui s'est accumulée pendant tous ces temps-là, je l'avais encore en réservoir, si j'ose dire, en sortant de la crise. Zora Habitant. Alors, moi, j'ai une question. Alors, ne pensez-vous pas que, en fait, la crise qu'on traverse aujourd'hui, elle est pas le fruit, et d'ailleurs la fin des partis politiques qu'a signé Emmanuel Macron en 2017 en est le début, la fin d'une façon de faire de la politique de la part de l'ensemble de la classe politique, en dehors en plus du parisianisme et de cette espèce de mépris, d'éloignement général. Je ne parle pas d'individu en tant que tel, mais général. Il y a une défiance à l'égard de la classe politique dans sa totalité, de la part des Français, qui est exponentielle, qui grimpe. Et est-ce que c'est pas une crise encore plus profonde que la crise d'un Premier ministre actuellement, ou est-ce que ça en est aussi une des conséquences ? Parce que moi qui ai fait de la politique pendant longtemps, c'est quelque chose que j'ai toujours connu, qui s'est accentué, qui n'arrête pas de s'amplifier et qui, du coup, excède les gens. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ils n'ont pas confiance, ils n'ont plus confiance en personne.
Et comment on sort de ça? Comment on renoue l'idée que faire de la politique, c'est noble, que faire de la politique, c'est pour le sens du bien commun, c'est pour l'intérêt général, qu'il n'y a pas d'intérêt? Comment on fait pour faire en sorte que la démocratie, ce soit quelque chose que chaque citoyen sanctuarise et préserve? Or, c'est pas ça qui se passe. Jean-Michel Blanquer. Oui, d'ailleurs, toutes les démocraties ont ce problème et il faut qu'on fasse attention parce que Bah oui. à la fin, c'est la démocratie elle-même qui peut s'affaisser. La Bah oui. démocratie n'est pas garantie pour toujours. J'essaye de contribuer à cette discussion par le livre qui n'est pas un livre noir sur ce sujet. Je veux dire, la question de l'intérêt général, elle parcourt le livre. Et c'est pas du tout un livre qui dit tous pourris. C'est pas non plus un livre qui dit tous merveilleux. J'essaye de montrer justement ce qui se joue. Et par exemple, dans ce qui se passe tout au long du mandat d'Emmanuel Macron, je crois bien montrer justement le fait que Emmanuel Macron il est dédié à l'intérêt général, mais il y a un moment donné, c'est d'autres facteurs qui viennent perturber cela. Aujourd'hui, par exemple, un sujet clé qui est présent dans ce que vous venez de dire, c'est l'égalité des territoires. Ah C'est le fait que le monde entier Ah bah oui. est soumis à ce qu'on appelle la métropolisation. Ça crée des différences inouïes. C'est le problème des déserts médicaux, c'est le problème de mobilité. Le c'est le parisianisme problème... qui est Et alors, la cité. traduction politique de ça, c'est ce que vous appelez le parisianisme, qu'on peut trouver sous différentes formes, y compris en dehors de Paris. Et ça, on doit y lutter. Alors, il y a plusieurs réponses à ce que vous dites. D'abord, je pense que la nature même des responsables politiques. Vous voyez, moi, je ne faisais pas de politique avant d'être ministre. Je n'en fais plus actuellement. Vous n'en ferez plus jamais? Non, je ne dis pas que j'en ferai plus, mais je ne dis pas non plus que c'est un but absolu pour moi que d'en refaire, si vous voulez. Vous savez, nous tous, c'est votre cas comme le mien, on sert l'intérêt général, chacun à notre façon. Et dans la Grèce antique ou dans la Rome antique, eh bien, vous pouviez être un citoyen cultivant ses champs, et puis à un moment donné, vous prenez une responsabilité de sénateur, une responsabilité de consul, et puis après, vous repartez dans vos champs, et éventuellement, vous revenez un jour. En France, vous avez des gens qui parfois ne font que ça toute leur vie. Et ça crée des profils, si vous voulez, que je dénonce parfois dans le livre. Oui, je peux citer un exemple. Si vous voulez, bien sûr. Mais... François Bayrou. Oui, il a fait. Alors, je croyais que vous alliez parler des jeunes, mais quelqu'un qui a fait de la politique depuis toujours. Oui, c'est ça. C'est quel métier. Enfin, c'est important de savoir exercer un métier. Et d'ailleurs, y compris pour vous-même, c'est-à-dire une fois que vous n'êtes peut-être plus de la politique, il faut ne pas être dans une situation. Donc, et puis c'est important de se replonger dans la vie concrète. Mais vous avez trempé votre plume savoir quand même. Ce que c'est qu'un bilan, savoir ce que c'est. Mais vous avez quand même trempé votre plume dans l'acide parce que pour citer François Bayrou, vous en faites un portrait quand même assez cinglant. Vous dites, il est le génial inventeur du volontarisme d'atmosphère, une fumée que l'on sent toujours mais que l'on ne voit jamais. Ami des forces de l'esprit, il reste à l'état gazeux. Oh bah c'est... Oui, parce que vrai, disons. Ouais, si vous voulez, dans le cas de François Bayrou, ce qui a été quand même irritant pour moi, c'était de voir donner des leçons tous les jours. Et comme on peut comparer nos bilans, puisqu'il a fait 4 ans de ministre de l'Éducation et le mien, au moins j'ai fait des choses, si vous voulez. Et donc, c'est très facile, si vous voulez, de dire ah oui, Blanquer, les gens sont énervés à son sujet, etc. Très bien, mais au moins j'ai quelque chose à présenter. Et j'ai des arguments très forts pour dire qu'il y avait des raisons pour faire ces choses-là, et le tout en circonstances difficiles. Alors que j'ai eu à rattraper toute une baisse du système scolaire depuis plusieurs décennies, dont certaines sources sont dans les années 90, quand il a eu des responsabilités. Donc, je courtois et silencieux, mais il ne faut pas non plus trop me chercher. Là, vous avez trouvé. Je conseille la lecture du livre de Jean-Michel Blanquer et la visite du bureau du ministère de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, François Bayrou, c'est quelque chose. Mais l'apéro avec Bayrou, c'est fini pour vous. Là. Je reste toujours ouvert. Mais si vous voulez, ça vous manque pas, ça vous manque pas. Je pense que je suis une personne plutôt gentille, mais il ne faut pas non plus... Une dernière question, justement. Comment on fait pour que la grande partie de nos territoires qui souffrent justement de cette espèce d'éloignement de la classe politique et qui considèrent que de toute façon ils comptent jamais, comment on développe les territoires pour que la France soit entre guillemets à égalité dans la relation avec la classe politique et la relation avec l'économie, le progrès, etc. Parce que c'est un vrai sujet, ça. Votre question, c'est une des plus grandes questions qui soit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a organisé 3 jours de travail à Autun la semaine dernière avec le Laboratoire de la République, dans un territoire en pleine Bourgogne qui souffre de ça, souffre du déclin démographique autour de lui, souffre du déclin économique et social, souffre d'une forme de désespoir. Et pourtant, on voit les pistes. Par exemple, je suis allé dans un petit village où quelqu'un a recréé une sorte de mini-supermarché, si je puis dire, qui a rassemblé tout le monde autour et a créé de la revitalisation. Les écoles
j'ai protégé au maximum les écoles rurales lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale. Parfois, c'est difficile parce que la démographie est ce qu'elle est. Quand il n'y a plus d'enfants, c'est difficile de les maintenir ouvertes. Mais on les a sauvegardés au maximum. Et souvent, le sujet est qualitatif. C'est-à-dire comment, par exemple, vous faites envie de vous installer dans un village parce que l'école est dynamique, parce que l'Éducation nationale a joué le jeu de ce dynamisme, parce qu'il y a peut-être etc. moins d'élèves aussi dans la classe. Que certains maires savent très bien faire, et on fait. Tout ça repose sur des exemples concrets. Il faut que des familles se réinstallent dans les villages. Tout ceci est absolument essentiel. Vous avez un deuxième livre à faire. Vous avez un deuxième livre à faire. Il faut donner un programme, un ça, projet. quand il sera candidat. Un projet pour que on désengorge les grandes villes et qu'on permette du mieux vivre dans les territoires et qu'on fasse d'une pierre deux coups. Mais et ça, tous les Français l'attendent. On doit avoir un projet collectif, dont d'ailleurs le sujet de l'environnement est un élément constitutif important. On peut aller vers plus de qualité de vie, on peut aller vers plus de contrat social, plus de bonheur à être ensemble, en retrouvant notre territoire. Ah oui. Alors, on vous a préparé le Blanqueroscope, la petite galerie de portraits, des noms de personnalités. On va vous demander un commentaire assez rapide. Première personnalité, Jean-Luc Mélenchon. Et je dois vous dire quoi alors ? Un commentaire rapide sur ce que vous aspire. Un ex-républicain qui a dérivé vers des thèses qui vont contre la stabilité de la République. Une personne très dangereuse dans le paysage politique parce qu'il a beaucoup de charisme, beaucoup de capacité oratoire et il a emmené une partie de nos concitoyens vers des thèses qui sont dangereuses. Alain Delon. Un immense acteur. Une fierté française, un homme qui a marqué son époque. Et vous savez, récemment, j'ai été voir le Cercle des poètes disparus au théâtre, joué excellemment par Stéphane Fraisse, et j'ai vu 2 jeunes acteurs. J'étais heureux de les voir, non pas parce qu'ils ressemblaient à Alain Delon, mais parce qu'ils avaient un talent incroyable. Ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, finalement, contrairement à ce qu'on se dit parfois, en réalité, bien sûr, il y a des jeunes là qui peuvent peut-être être les Alain Delon et les Jean-Paul Belmondo de demain. Brigitte Macron. Une femme extraordinaire qui réalise une sorte de en même temps de personnalité, c'est-à-dire elle est à la fois joyeuse et sérieuse et elle apporte, je crois, beaucoup d'humanité dans la citadelle. Marine Le Pen. Marine Le Pen, l'autre risque pour notre démocratie, parce que je pense que même s'il y a une stratégie différente de celle de Jean-Luc Mélenchon, qui lui, stratégie de brutalisation du pouvoir public, la stratégie de la patte blanche est un autre risque. Et on l'a senti à l'occasion des élections législatives, c'est-à-dire que les Français n'ont pas envie qu'on bascule dans quelque chose qui en réalité sera, au nom de l'ordre, sera un désordre. Si vous voulez, il y en a qui, au nom de l'antiracisme, font du racisme, et il y en a qui, au nom de l'ordre, vont faire du désordre. Dernier nom, Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Un serviteur de l'État tout à fait respectable, mais on ne devrait jamais rester 7 ans dans des fonctions pareilles. Ça fait quoi, du coup, quand on reste 7 ans dans les fonctions pareilles ? Tout être humain, quel qu'il soit, lui comme un autre, doit de temps en temps voir autre chose. Et le pouvoir, sortir l'Élysée. Il faut de temps en temps. Les dérives, c'est quand vous sortir la citadelle. Et quand vous prenez 200 décisions par jour et que vous croyez qu'elles vont être bonnes parce que c'est vous qui les prenez. Du coup, c'est quoi la limite de péremption ? Tu restes 3 ans. Je pense que même 5 ans, c'est beaucoup pour cette fonction-là. C'est-à-dire que vous êtes dans un... Humainement, c'est pas possible. Et même, je pense... C'est un président bis, c'est-à-dire on se prend pour le président à un moment. Oui, alors et c'est plus confortable parce que vous prenez pas les tomates, vous prenez pas les cris, etc. Donc vous avez un qui assume tout et puis l'autre qui est en back-office, si on peut dire, pour faire les choses. C'est normal, hein, c'est un mode de fonctionnement que je ne conteste pas parce qu'il est très utile et il contribue à l'efficacité. Mais Alexis Collère est une personne respectable. Mais la logique dans laquelle ils sont entrés n'est pas la bonne. Merci Jean-Michel Blanquer, La Citadelle, donc aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RMC, dans les GG, dans les grandes gueules, RMC Story. Suite des grandes gueules dans un instant, on va reparler de la tragédie dans la Manche, la mort des migrants, mais surtout regarder un peu la responsabilité des passeurs. Parce que un migrant, ça a un prix. Après, s'il meurt, c'est pas grave. Mais attendez, quand je dis s'il meurt, c'est pas grave, parce que de toute façon, le passeur, il a été payé et il rembourse à peine une partie de ce qui lui a été donné. Donc les migrants, ça a un prix, c'est plutôt aux passeurs qu'il faudrait maintenant s'attaquer. 32-16 pour venir en discuter avec les GG. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.